RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note, à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame, Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao tout le monde. Et avec Loïc Moreau également. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Pourquoi il est chaud Lolo? Dès qu'on va parler de mercato, tout ça, tout de suite il se frotte les mains. Ah, clairement. Vous le savez, le mercato, c'est un sport national en Italie, un sujet de discussion inépuisable. À quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, on fait le point sur les rumeurs et les besoins des 5 grands de Serie A, Milan, Napoli, Inter, Roma et Juventus. C'est parti pour l'After Italy. Pour pas faire de jaloux, on a décidé de prendre l'ordre du classement. Donc n'y voyez aucun parti pris. On va commencer par le Milan. Je rappelle que Lolo est supporter de l'Inter, que Daniele supporte la Roma et que moi je ne supporte aucun club italien. Donc comme ça on est tranquille. On va commencer par le Milan et le Milan a besoin d'un numéro 9. Actuellement, son attaquant principal, enfin l'un de ses attaquants, l'un de ses numéros 9 ne convainc pas Lolo. Ah non, celui qui est censé être la star, qui est arrivé d'ailleurs l'hiver dernier pour 28,5 millions d'euros, Santiago Jiménez, il est en panne sèche cette saison. Il fait partie des attaquants qui flopent le plus en Serie A. Si on prend le rapport entre le nombre de buts marqués et les expected goals, donc la qualité des occasions qu'il a réussi à se créer, on voit qu'il y a un gros différentiel pour Santiago Jiménez qui a le 4e pire. Il aurait dû marquer 3 buts par rapport aux occasions qu'il s'est procuré. Il n'en a marqué aucun, donc il est en vraie panne sèche. Alors Massimiliano Allegri l'a quand même assisté, hein. Il lui a donné sa chance, mais il y a pas, ça tourne pas pour l'attaquant mexicain. Du coup, ils se sont résolus à le laisser partir, on verra bien, et à privilégier potentiellement une piste pour le suppléer. Alors, avant de parler de celui qui pourrait le remplacer, un mot peut-être, Daniele, sur le niveau de performance de Santiago Jiménez. Est-ce qu'il est définitivement sur le départ et pourquoi ça ne marche pas cette saison? Et on ne sait pas, c'est-à-dire jusqu'il y a un mois et demi, on disait qu'il travaillait beaucoup pour l'équipe, que le but ça allait arriver, qu'il allait se débloquer et tout. Et après, à un certain moment, il a disparu. Il est plus dans les titulaires. Il y a Leao. Quand Leao il s'est blessé récemment, il y a un Nkunku qui a pris sa place. Il y a Pulisic qui est revenu, que c'est le joueur le plus important de Milan. Et Jiménez, on dirait vraiment, on est revenu un peu à la case du départ. C'est-à-dire cet été, quand on pensait que il allait l'échanger avec n'importe qui. Il y avait un moment où on pensait même qu'il allait faire avec la Roma l'échange Jiménez-Dovbyk. Et il y a eu un autre moment où on aurait dit que c'était très proche de Milan, Vlahovic. Donc, ils étaient pas trop convaincus par Jiménez. Il y a eu un moment où ils ont dû le faire jouer. Mais là, je pense qu'ils ont un peu laissé tomber. Donc, je pense que oui, ils vont changer quelque chose le mois de janvier. La rumeur qui circule, donc celui qui pourrait remplacer Santiago Jiménez, c'est Lorenzo Luca, Lolo. Ouais, lui aussi, il est en échec. Il a été acheté pourtant 35 millions d'euros cet été par Naples, qui fondait quand même beaucoup d'espoir sur l'attaquant de l'Udinese. Lui aussi, il avait le champ libre quand même du côté du Napoli. Il avait notamment profité de la blessure de Romelu Lukaku, qui était le titulaire en puissance, mais il n'a pas réussi à s'imposer en pointe. Antonio Conte lui a même préféré David Neres, un ailier donc plutôt que lui à son poste. On voit 12 matchs, 4 titularisations, un seul petit but pour Lorenzo Luca cette saison. C'est assez compliqué et donc il est annoncé notamment à l'AC Milan. Il y a eu aussi des rumeurs à la Roma. Le problème, c'est que Lorenzo Luca, il a un profil qui ressemble à celui de Jiménez. Il est très grand, il fait plus de 2 mètres. Il n'est pas vraiment mobile et on se demande en fait comment ça pourrait correspondre, sachant qu'Allegri justement, il privilégie ce type de joueurs, les Leao, les Pulisic, les Nkunku, mobiles devant. Avec Lorenzo Luca, la mobilité, c'est pas vraiment son point fort. Lorenzo Luca au Milan, ça te paraît possible, probable ou alors c'est plutôt du domaine de la rumeur, Daniele? Non, ça me paraît
Probable parce que le joueur il veut plus rester à Naples. Il est rentré en jeu même en Champions League et on a vu Conte qu'il était un peu pas content de son niveau d'implication, on va dire. Mais lui, je pense que il s'est démotivé. Il arrive à Naples pour faire les remplaçants de Lukaku. Lukaku il se blesse. Ils vont chercher Højlund en Angleterre comme s'ils avaient un énorme trou en attaque. Donc déjà ça c'est un premier manque de confiance. Là il est en train de jouer très peu, il assure pas. L'année dernière il a marqué 12 buts, je suis allé justement vérifier la donnée. Donc il venait de sa meilleure saison en Serie A et je pense qu'il veut essayer de la confirmer. Je pense que pour le Milan, ce qui est bien de Luka, c'est qu'il peut jouer dos à la défense. Une chose que c'est vrai que Leao et Nkunku ils sont beaucoup plus mobiles, mais lui il peut quand même jouer avec la défense sur son dos. Et c'est pas l'aspect le meilleur de son jeu. Je pense que l'aspect le meilleur de son jeu, c'est le jeu de tête. Mais il peut le faire et je pense que le Milan, il en a besoin. Donc, pourquoi pas? Tous les deux pourraient être contents. Voilà pour le poste d'avant-centre. Le Milan a également un besoin en défense centrale parce qu'il y a 3 titulaires, Matteo Gabbia, Strajnia Pavlovic et Fikayo Tomori dans cet axe à 3 centraux mis en place par Massimiliano Allegri. Le problème, c'est le manque de profondeur. Derrière, il n'y a pas beaucoup de solutions. Non, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a Conny de Winter et le petit David Odogu qui n'a pas encore joué. C'est un petit jeune qui est arrivé aussi cet été. Alors du coup, pour étoffer un petit peu cette défense, la défense du leader, on rappelle du championnat d'Italie, il y a un nom qui circule, un nom qu'on connaît tous très bien. C'est celui de Thiago Silva. Thiago Silva qui pourrait, selon la presse italienne, faire son retour 14 ans après avoir quitté l'AC Milan. On rappelle, Thiago Silva, il a 41 ans, il joue toujours. Il est capitaine de Fluminense, on l'avait vu notamment le Milan en pleurs pour le PSG. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu, on l'a un peu poussé dans le dos et on l'a vu très récemment, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai qu'il a encore un niveau qui est tout à fait honorable, du moins pour le championnat du Brésil. C'est quelqu'un qui connaît très bien aussi Max Allegri, puisqu'il a joué justement avant de partir au PSG 2 saisons à l'AC Milan sous son règne. Donc c'est quelqu'un qui connaît le club par cœur, même s'il a beaucoup changé en l'espace de quasiment 15 ans. Mais c'est effectivement un profil expérimenté que Milan pourrait ajouter à la rotation, comme il l'avait fait un peu l'année dernière avec Kyle Walker, qui était arrivé aussi l'hiver avec un résultat pas foufou. Crédible ou pas la piste Thiago Silva, Daniele, au Milan? Aucune idée. Chaque jour, il change de nom. Aujourd'hui, je même lis d'Isasi. C'est un action objectif de Naples. Mais je pense que voilà, avec Allegri, avec Modric déjà, qui marche très bien. Hier, on a vu David Silva jouer avec Pafos contre la Juventus. Il avait un bon niveau. Franchement, il pourrait venir en Serie A lui aussi. David Luiz. Oui, David Luiz. Ouais. Et donc voilà, pourquoi pas? Je pense. S'il est intact physiquement, ça pourrait marcher. Après, oui, je pense que ils ont un joueur que moi j'aime beaucoup, que c'est De Winter, mais pas beaucoup de confiance. Donc, Allegri, on le connaît, il préfère les joueurs expérimentés qui assurent un certain niveau. Donc, je sais pas, on va voir. À voir, effectivement. Donc pour Thiago Silva. Le deuxième du classement de Serie A, c'est le Napoli. Le Napoli qui, contrairement au dernier mercato hivernal où il avait perdu Gvisha Kvaratskhelia, qui avait signé au Paris Saint-Germain, ne devrait pas perdre de joueurs majeurs cet hiver, sous peine de s'attirer les foudres de son entraîneur Antonio Conte. Quels sont les besoins du Napoli, Lolo? Ils sont au milieu de terrain et c'est pas effectivement, c'est plus un concours de circonstances. C'est André-Franck Zambo-Anguissa. On sait à quel point l'ancien Marseillais est capital dans le système du Napoli, mais André-Franck Zambo-Anguissa s'est blessé, une blessure assez longue. Il risque d'ailleurs de manquer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il en a encore un peu pour 2 mois. Il y a Billy Gilmour aussi, l'Écossais, qui est aussi sur le flanc. Donc le milieu du Napoli. De Bruyne aussi. Oui, De Bruyne pour un poste plus offensif, effectivement. Donc il y a pas mal de blessés à ce niveau-là du terrain. Et du coup, c'est là qu'on va chercher du renfort cet hiver. Alors la priorité s'appelle Kobbie Mainoo, le jeune de Manchester United. Il a 20 ans, il avait déjà été ciblé l'été dernier. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'il n'est pas dans la rotation ou pas tant que ça finalement à Man United. Ah bah non, il joue quasiment pas. Il a le 3e plus faible temps de jeu chez les joueurs utilisés en Première Ligue par Manchester United
cette saison. 10 matchs, 0 titularisation. Regarde, 191 minutes jouées, c'est vraiment une poignée de minutes, ce qui est étonnant pour un joueur quand même qu'on avait notamment, qui avait été révélé il y a 2 ans, qui avait joué l'Euro 2024 avec la sélection anglaise, qui a justement envie de retrouver du temps de jeu pour éventuellement postuler à une place pour la Coupe du Monde 2026 avec les Three Lions. Mais Kobbie Mainoo, il ne joue pas, et on sait que ces derniers temps, à Naples, les anciens de Manchester United qui débarquent, ils réussissent plutôt bien. Scott McTominay, qui a complètement été transformé, qui est passé de 0 à héros, et Rasmus Højlund, qu'évoquait Daniele, qui est très bon depuis qu'il est arrivé pour devenir le Lukaku bis. Kobbie Mainoo, piste numéro 1. Piste numéro 2, c'est Arthur Atta, un nom que Daniele aime beaucoup. Avant de donner la parole à Daniele, d'abord, Arthur Atta, son niveau de performance cette saison, il est quand même excellent. Il est incroyable. Effectivement, c'est sans doute la révélation de l'Udinese cette saison. On avait déjà entrevu la saison dernière à quel point il pouvait être précieux. Le Français, l'ancien joueur de Metz, à son poste en Serie A cette saison, il est top 3 en dribble tenté, en dribble réussi et en ballon porté. Donc c'est typiquement le genre de joueur que Antonio Conte aime bien, quelqu'un qui est capable de récupérer la balle, de la ressortir assez rapidement, quelqu'un qui presse aussi. Donc on a vraiment 2 profils entre Mainoo, vraiment tout jeune, mais qui a beaucoup de potentiel, et Arthur Atta aussi, qui est déjà très performant en Serie A. 2 top profils pour renforcer le milieu de Naples. Daniele, qu'est-ce qui te plaît particulièrement, toi, chez Arthur Atta? Tu nous en parles régulièrement. C'est sa qualité balle au pied, sa fantaisie, sa créativité dans un poste où il faut être aussi concret, parce que lui il dribble beaucoup, mais il dribble là où il n'y a pas d'espace. Donc c'est pas un numéro 10, c'est pas un ailier. En plus il est grand, il est élégant. Il peut marquer des buts, il peut mettre des passes décisives, il peut vraiment tout faire. Effectivement, il faut se rappeler que Naples, en ce moment, il joue avec un milieu à 2. C'est-à-dire McTominay et Elmas en ce moment, ou McTominay et on va dire Anguissa ou Lobotka. Mais normalement, Naples il joue avec un milieu à 3. Donc Atta, ça serait plutôt un milieu relayeur qui peut jouer aussi un peu de numéro 10 quand l'équipe elle est très dominante. Lorsque Mainoo, ça va un peu ajouter de la qualité dans un poste où Lobotka et Gilmour, mais Gilmour, il a un peu du mal à s'imposer à Naples. Il pourrait un peu enlever un peu du poids sur les épaules de Lobotka, parce que quand Lobotka il est pas là, Naples il doit changer en fait de système de jeu, mais il y a les doutes sur quel système de jeu va être celui de Naples dans le futur, avec un milieu à 3 ou à 2, avec une défense à 4 ou à 3. Donc je pense que en plus il est cher, faut dire ça. Mais nous, ça peut être un pari. On les prend pas cher, il joue pas, il est jeune, on va voir si Révi ici. Non, Atta, ils vont le payer cher. Donc s'il arrive à Naples, après il faut le faire jouer. Voilà donc pour le Napoli et le Milan. On continue l'After Italy spécial Mercato d'hiver en parlant de l'Inter et de la Roma dans quelques instants. Restez avec nous. On est de retour dans l'After Italy spécial Mercato d'hiver avec Daniele Manussia, avec Loïc Moreau. Alors attention les amis, parce qu'on va parler des 2 clubs dont nos amis sont supporters. On va commencer par l'Inter, tiens, le 3e de Serie A. Le club, est-ce que le club va bouger déjà cet hiver, Lolo? Et si oui, à quel poste? Quels sont les besoins concernant les Nerazzurri? Alors chaque hiver ils disent que non, ils disent non on fera rien, nous on n'a pas besoin de bouger, et chaque hiver il y a toujours un mouvement. L'année dernière c'était Nicolas Zalewski justement, qui venait de la Roma, qui était venu renforcé, et il avait fait 6 très bons mois à l'Inter. Donc là pour l'instant il n'y a pas de volonté du club de recruter, mais il y a des besoins. Il y a 2 postes notamment, on va dire 3 si on prend une doublure pour Denzel Dumfries sur côté piston droit, même si l'ancien Marseillais Luis Enrique est capable de le suppléer aussi ici. Et même Andy Diouf. Et même Andy Diouf, on l'a vu en Coupe d'Italie notamment contre Venise. Mais il y a vraiment 2 postes où ça craint: la défense centrale et le poste de gardien. Donc la défense centrale, pourquoi? Parce que déjà numériquement c'est un petit peu limité. La défense centrale type donc défense à 3, Bastoni, Acerbi et Akanji. En termes de doublure, il n'y en a pas énormément. Il y a Stéphane De Vrij qui est toujours là, Matteo Darmian aussi. Les 2 sont en fin de contrat. Francesco Acerbi lui aussi est en fin de contrat, et en plus il vient de se blesser.
Visiblement, c'est une blessure assez grave puisqu'il ne reviendra pas avant 2026. Donc là, il y a un vrai besoin de recruter à ce poste-là. Qui le club est en train de regarder? Il y a un nom dont on a parlé déjà lors des 2-3 derniers mercato, 3 fenêtres, c'était Omar Solet. Exactement, Omar Solet qu'on a eu justement dans l'After Italie la saison passée, le défenseur de l'Udinese, passé par Lyon, qui est excellent en plus à chaque fois qu'il joue contre l'Inter. Mais au-delà de ça, en Serie A, cette saison, il est l'un des tout meilleurs. On a parlé d'Arthur Atta à l'Udinese, mais Omar Solet, c'est le numéro 1 en ballon récupéré. À son poste. À son poste, bien sûr. Le numéro 1 en termes de ballon porté et le numéro 6 en dribble réussi. Là, c'est tout confondu dans l'équipe de l'Udinese. Omar Solet, il a vraiment des qualités énormes. On rappelle qu'il n'a que 25 ans et il a été annoncé plusieurs fois du côté de l'Inter, qui continue à garder un œil sur lui. Et il a toujours brillé en plus contre l'Inter, Ah Omar oui. Solet. On attend d'abord de son côté, avant d'envisager peut-être un départ, qu'il règle ses problèmes extrasportifs. On sait qu'il est impliqué dans une histoire de mœurs dont il espère être innocenté dans les jours qui viennent. Autre besoin, c'est celui de gardien de but, alors qu'on se dit pourtant, quand on a vu Yann Sommer la saison dernière, on se dit il est monstrueux, mais aujourd'hui il y a un problème Sommer. Et il est plus monstrueux. Yann Sommer, effectivement, il vit sa 3e saison à l'Inter et la plus difficile, avec beaucoup d'erreurs commises, des choses qu'il faisait pas avant. Et Yann Sommer, il est en fin de contrat en plus au mois de juin prochain. Il sera pas renouvelé. Alors l'Inter avait déjà anticipé ce départ avec le recrutement de Josep Martinez, gardien espagnol, il y a 2 saisons, sauf qu'il y a eu un drame dans la vie de Josep Martinez. Il a commis un homicide involontaire en se rendant à l'entraînement. Il y a une enquête en cours pour déterminer sa responsabilité. Là aussi, il est forcément un petit peu perturbé et l'Inter songe éventuellement à aller chercher quelqu'un pour ce poste-là. Alors, peut-être pas cet hiver, mais ce sera sans doute le cas cet été parce qu'il faudra un nouveau gardien. Quel est le nom qui revient le plus souvent? Alors il revient un peu partout, pas seulement à l'Inter, puisque c'est quelqu'un qui a une très très grosse cote en Italie. C'est Elia Caprile, qui est le gardien de Cagliari. Il a 24 ans, il a récemment été convoqué par Gennaro Gattuso en équipe d'Italie. Cette saison, à l'image de son club, on va dire qu'il est bien sollicité. 4e en termes de tirs arrêtés, 8e en pourcentage de tirs arrêtés et 7e en but évité à son équipe. Donc c'est pas forcément des stats qui claquent, mais c'est un gardien qui a un fort potentiel, un gardien qui a déjà une grosse expérience pour ses 24 ans. Il a joué à Leeds dans les équipes de jeunes à l'époque de Marcelo Bielsa. Donc quelqu'un qui a une grosse cote et sur lequel l'Inter est très très chaud. C'est le gardien qu'il faut pour l'Inter, Daniele, Elia Caprile, ou est-ce que c'est juste un gardien dont on parle beaucoup en ce moment en Serie A? Je pense que l'Inter, elle doit prendre un gardien pour les longtemps. Et Caprile, c'est un bon choix. Moi, je pense, en ce moment, c'est peut-être le meilleur gardien du championnat dans cette saison. Il a fait une boulette assez comique contre le match contre Gênes, où il y a un long coup franc qui a touché par terre et après il a lobé, en gros. Il avait mal calculé la trajectoire, mais au-delà de ça, il a des énormes réflexes. C'est un gardien très très réactif dans les buts quand il a un attaquant aussi très proche. Donc il n'est pas très grand, il n'est pas très imposant, mais il arrête beaucoup de frappes. Donc je pense que c'est ce qu'il faut pour l'Inter. Que c'est une équipe, aussi ça c'est la difficulté des sommets, qu'il n'y a pas beaucoup d'arrêts à faire en fait avec l'Inter. Mais les peu d'arrêts qu'il y a à faire, il faut les faire. Donc, dans la hiérarchie des gardiens italiens, tu le places où, Elia Caprile, Daniele, par rapport à Donnarumma, par rapport à Vicario, par rapport à tous les autres? Je pense qu'il est juste derrière Donnarumma en ce moment. Peut-être avec Vicario, un peu au-dessous de Vicario peut-être. Ouais, donc c'est de nature à rassurer notre ami Loïc Moreau à côté. Je suis totalement rassuré, clairement. Et clairement plus que Vicario, justement, un autre nom qui est cité par la presse italienne, notamment le gardien de Tottenham, qui était, il y a encore peu de temps, une idole pour les supporters des Spurs et qui, là, est un petit peu en difficulté aussi, à tel point que son nom revient comme un potentiel aussi remplaçant à Yann Sommer. On a parlé du Milan, on a parlé du Napoli, on a parlé de l'Inter dans cet After Italie spécial Mercato. Parlons de la Roma, 4e
4e du championnat. La Roma qui a des problèmes, notamment au poste d'avant-centre où Evan Ferguson ne fait pas la maille, Lolo. Ah non, pas du tout. Effectivement, il a été prêté cet été par Brighton pour 3 millions d'euros avec une option d'achat à 37. Autant te dire que la Roma ne va pas la lever, cette option d'achat. Pareil, là, c'est assez terrible parce qu'Evan Ferguson, il avait l'occasion. Il était en concurrence avec Artem Dovbyk, dont a parlé Daniele, jusqu'à ce que Dovbyk se blesse au mois de novembre. Du coup, il était tout seul et il n'a pas donné satisfaction. 10 matchs, 5 titularisations pour un but et une passe D. Gianpiero Gasperini lui a même préféré le jeune Tommaso Baldanzi sur les dernières rencontres. Donc là, clairement, la presse est catégorique. Il va retourner à Brighton. Son prêt va être cassé et ça libérera du coup un spot pour un nouvel attaquant du côté de la Roma. Et cet attaquant pourrait être qui ? Alors, la rumeur, ça, je sais que Daniele commence déjà à jouir en intérieur. C'est Joshua Zirkzee, parce que Joshua Zirkzee, tout le monde le veut, la Juve, le Milan, l'Inter, tout le monde l'a voulu. Mais effectivement, c'est la Roma qui semblerait tenir la corde. Alors là aussi, on est face à un joueur qui est en difficulté dans son club. 8 matchs en PL seulement cette saison, 3 titularisations, 1 but. C'est vraiment comment dire, un joueur qui vit un début de saison compliqué, sauf que là il y a une vraie opportunité pour lui, c'est-à-dire que c'est un joueur qui coche quasiment, qui est hyper Gasperini compatible, et on l'avait vu notamment lors de sa dernière saison à Bologne. C'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans, 2023-2024. Il a des caractéristiques de pressing notamment qui sont assez folles. Il avait été décisif aussi, 11 buts, 4 passes décisives, un gros dribbleur, c'est-à-dire un joueur qui sait faire la différence à son poste, très précieux. Il avait le record de dribble en Serie A justement lors de cette saison 2023-2024, donc il a laissé de très bons souvenirs en Serie A. Lui veut revenir en Serie A et qui plus est à la Roma, donc ça semble tout cousu main. C'est écrit, Zirkzee va arriver à la Roma, Daniele ? Non, pas du tout. Comme il a dit Loïc, les Milan, il le veut. On dit que Luca et Zirkzee, c'est un peu entre la Roma et Milan. Mais oui, mais Zirkzee, on en parlait pour la Juventus l'année dernière. Là, il y a Jonathan David qui n'est pas en train de marquer la mémoire des supporters de la Juventus. Donc, il a très bien fait en Italie. On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas en Angleterre. En plus, à chaque fois que moi je le vois jouer en Angleterre, il joue bien, il joue comme il sait jouer lui. Après, c'est vrai que c'est pas un joueur très très intense, c'est pas un attaquant numéro 9 que voilà, il percute. Il aime garder la balle, fait de la rétention de la possession, et en plus c'est un mec un peu fou, chose que j'aime, parce qu'il fait des tunnels, il fait des jeux avec la sol, et ça j'ai hâte de voir un joueur de la Rome qui puisse faire ça en attaque après des années où on a des attaquants en bois un peu. Qu'est-ce que tu appelles faire le tunnel et jouer avec le sol ? J'ai pas compris, Daniele. Les tunnels, c'est entre les jambes. Les petits ponts. D'accord. Les petits ponts. En Italie, en fait, à Rome, on les appelle même pas tunnels, on les appelle buste. Faire la buste, faire comme un sac. On l'appelle comme un sac. Et la sole, le fond du pied. Jouer avec les talons. Ah oui. Garder la balle sous le pied. Et avec la semelle. Avec la semelle. Avec la semelle. Mais les gars, il fait 1m90. Il est balèze. C'est pas facile d'avoir la supériorité physique contre lui. Et en plus, il est technique, élégant, un peu fou. Donc, il marque des buts. Donc, moi, j'adore. Pourquoi pas? Mais je pense que voilà, il y en a beaucoup qui l'adorent en Italie. Et je pense que lui aussi va pas être cadeau de Père Noël. Donc, il va falloir sortir l'argent. Ça, c'est pour le poste d'avant-centre. Il y a un autre besoin également à la Roma, Lolo. Oui, juste derrière l'attaquant, en trequartista, effectivement, il y a un nom qui revient, parce que c'est vrai que Mathias Soulé, c'est la grosse, on en a déjà parlé dans l'After Italy, c'est la grosse satisfaction du côté de la Roma cette saison. Ça, c'est plutôt sur le côté droit, mais sur le côté gauche, il y a une déficience. Paolo Dybala, il est toujours blessé, on dit. En plus, là, il a du mal vraiment à revenir. Et sinon, Stéphane El Shaarawy, c'est quand même aussi un petit peu tendre. Je ne parle pas vraiment de Lorenzo Pellegrini,
Gasperini où c'est pas vraiment son poste et il est plus vraiment souhaité du côté de la Roma. Donc il y aurait des besoins et là aussi la cible, c'est un joueur qui est un petit peu en difficulté. Et qui s'appelle Giacomo Raspadori, qui évolue donc en Espagne. Il a quitté l'Italie l'été dernier, il pourrait déjà faire son retour. Ouais, 26 millions d'euros dépensés par l'Atlético pour l'ancien napolitain, et on le voit par rapport aux chiffres, hein, là aussi c'est très compliqué. Une seule titularisation en 10 matchs, pas de but. Malgré 7 tirs tentés, une petite passe décisive. Il entre clairement pas dans les plans de Diego Simeone. C'est pour ça aussi que son nom revient du côté de la Roma, notamment parce qu'il y avait déjà eu des touches par le passé. La Roma avait déjà tenté de le prendre en janvier dernier et Gianpiero Gasperini avait déjà tenté de le prendre en janvier 2024 quand il était à la tête de l'Atalanta. Donc c'est vraiment un joueur qui est là aussi très Gasperini compatible. Il presse beaucoup, il est très actif et du coup, ça irait totalement dans le schéma actuel de l'entraîneur de la Roma. Daniele, Raspadori à la Roma, tu prends ? Oui, bien sûr. Côté psychologique en plus, c'est un joueur qui doit montrer d'avoir les niveaux des très grands, des équipes de première partie de classement. La Roma aussi, elle doit montrer de pouvoir rattraper Milan, Juventus et Naples et Inter. Donc les deux, ils ont la même motivation. Et ensemble, effectivement, ils pourraient pousser la Roma vers le E. Pour le jeu de Gasperini, il est parfait parce que c'est un joueur qui peut jouer avec les milieux, qui peut aller dans l'espace, très intelligent dans les déplacements. Il peut partir d'un côté, la gauche, là où la Roma a le trou, et venir vers le milieu. La Roma, pour le moment, à gauche, il y a El Shaarawy et Pellegrini. Pellegrini, en plus, on en parle pour Naples, parce qu'apparemment, Conte, il aime bien. Donc, il faut chercher quelqu'un. Et Raspadori, oui, c'est un très, très bon choix. Et après, oui, il y a d'autres noms. Quelqu'un a fait le nom de Lookman, parce que c'est un ancien joueur de Gasperini. Mais Raspadori, moi, je prends. Oui, je prends. En plus, il va très bien avec Zirkzee, donc je prends les deux si c'est possible. Mais avec quel argent, par contre? Parce qu'il va falloir que tu vendes Manu Koné à l'Inter, quand même, pour pouvoir financer tout ça. Écoute, s'il faut faire des sacrifices, mais en plus l'argent on le trouve, écoute, on est des Italiens, tu sais, l'argent on verra. Et puis c'est la période de Noël, donc c'est à cette période qu'il faut croire à Babbo Natale, c'est ça? Tout à fait. On s'endette pour faire des cadeaux. Rappelons quand même que la Roma a des problèmes avec le fair play financier et donc doit quand même vendre pour pouvoir se payer donc ces acquisitions-là. Il nous reste 30 secondes pour nous parler de la Juventus. Lolo, est-ce que la Juve, ça va bouger? C'est le 5e grand club italien, donc on va peut-être en dire un petit mot quand même. Ils ont tellement dépensé l'été dernier, on se dit que c'est peut-être compliqué là. 137 millions d'euros dépensés l'été dernier, et c'était pour un résultat qui est assez cataclysmique. Jonathan David, Luis Openda, il y a beaucoup de joueurs, Edon Zegrova aussi, beaucoup de joueurs talentueux sur le papier, simplement qui n'arrivent pas à s'imposer. Et on rappelle que la Juve doit toujours payer le salaire de Thiago Motta, qu'elle avait viré l'année dernière, et d'Igor Tudor, qu'elle a viré cette année. Donc on se demande par rapport aux noms qui circulent. Daniele évoquait Zirkzee, il y a aussi Ederson de l'Atalanta qui était évoqué, mais avec quel argent la Juve pourrait tenter quelque chose, en fait. C'est ça qui est assez fou. Donc pour moi, les noms qui sont annoncés sont plus des effets d'annonce, histoire de calmer un peu les supporters par rapport à la situation sportive qui s'est pas tout à fait améliorée depuis l'arrivée de Luciano Spalletti, mais je vois pas en quoi ce serait réaliste en fait d'aller sur le mercato hivernal. La Juve qui va devoir donc faire confiance à ses recrues de l'été dernier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le mercato en Serie A, le mercato d'hiver à venir. Évidemment, vous restez connectés parce qu'on en reparlera bien évidemment avec Daniele dans les jours à venir sur l'antenne de RMC. Merci Daniele, merci Lolo. Si vous aimez nos podcasts et l'After Italy, vous vous abonnez évidemment. Ciao. RMC After Italy.